Eh bien, ça y est, on est déjà à la deuxième période de ce numéro de la Grande Team. J'espère que vous passez un bon moment en notre compagnie. Eh bien, n'oubliez pas que la Grande Team, c'est du lundi au vendredi de 20h30 à 22h et qu'on est disponible sur le canal 203, StarTime 740, la TNT numéro 3 ou encore sur l'application RTI Mobile. Une Grande Team qui est là pour vous accompagner tous les soirs de la semaine dans la joie, dans la bonne humeur avec des jolis sourires, messieurs. Voilà, merci, c'est important. Et Yellow également, on n'oublie pas notre femme de l'équipe. Et il est temps d'accueillir notre invité de la soirée. Oui, les clubs de Ligue 1 et de Ligue 2 sont situés par rapport à la reprise de leurs championnats respectifs. Est-ce le cas pour ceux de Détroit, DH et District? Eh bien, pour le savoir, Constant Roux, président des clubs amateurs, est notre invité ce soir. Merci de l'accueillir comme il se doit. Bonsoir, monsieur Roux. Bonsoir, Tia. Comment allez-vous? Super. Bonsoir, la grande team. Bonsoir. Bonsoir, Alors, on est content de vous recevoir. Merci. Alors, monsieur Roux, il y a quelques semaines, les clubs amateurs prévoyaient organiser une conférence de presse pour se dresser contre le comité de normalisation. Pourquoi exactement? Il faut dire que après que le comité de normalisation se soit réunis, qu'ils ont donné une conférence de presse dans laquelle les clubs de district, de régional n'avaient pas été pris en compte. L'ensemble des clubs avaient remonté l'information à la base que nous sommes au niveau de l'Union pour que nous puissions porter notre voix par la voie de presse. Donc voilà la raison pour laquelle il était prévu que nous ayons une conférence de presse. Après, vous avez parlé de... Bon, pour revenir sur ce qu'elle a dit au début, c'était pour vous dresser contre... Le comité de Le normalisation. comité de normalisation, c'était quoi au juste? Dresser. À l'issue de la conférence de presse, quelle est la décision qui allait être... Non, dresser, c'est vraiment un peu trop fort. Un peu trop fort, donc bon. Voilà. Mais il faut dire que les clubs, l'ensemble des clubs, n'avaient pas approuvé. Pour eux, c'était un manque de considération en tant que membre actif, que les autres membres actifs soient pris en charge et qu'ils ne soient pas pris en charge. Donc il y avait ce ras-le-bol que les clubs ont commencé à manifester. Et il était pour nous, président et membre du bureau de l'Union des clubs de football amateurs, c'est le football qui est amateur et non les clubs. Donc en tant que club, nous ne sommes pas amateurs. Mais c'est le football qui est amateur. Donc, je voulais éclairer cette partie-là. Voilà. Absolument. Donc, voilà. Donc, nous avons dû aller nous asseoir, réfléchir et puis trouver la méthode par laquelle nous passerions pour que notre voix soit vraiment... Et c'était quoi la méthode? La méthode, c'était de rencontrer le comité de normalisation, échanger avec eux. Alors, Et puis, si après quoi, il n'y avait pas suite favorable, bon, voilà. On ne passerait pas d'autres moyens. Alors justement, est-ce que vous avez finalement été reçu par le comité de normalisation? Oui, nous avons été reçus le 3 de ce mois par le comité de normalisation. Et la présidente elle-même a fait partie de ceux qui nous ont reçus. Elle était avec Maître Abbé et nous avons échangé. C'était des échanges francs. Voilà. D'accord. Jean-Philippe. Qu'est-ce qui a résulté donc de cette rencontre? Et de cette rencontre, il faut dire que nous sommes allés voir le comité de normalisation pour leur signifier que nous, en tant que membres actifs, nous avions l'intention de participer aussi au championnat. C'est d'abord notre premier objectif en tant que club. Nous formons des enfants, nous avons des athlètes sous la main et il est important que nous participions au championnat. Donc nous avons demandé au comité de normalisation de permettre que nous regagnions les terrains. Mais ça n'a pas été facile parce que le comité de normalisation nous a dit carrément qu'il ne savait pas qu'il y avait des clubs de DR et de district. Incroyable. Ah bon? Quoi ça? Ah oui. D'accord. Donc c'est pour ça que vous avez été oublié alors. Effectivement. Donc dans la réalité des choses, si on n'a pas été pris en compte lorsque on parlait des différents championnats, c'est dû au fait que le comité de normalisation n'avait pas connaissance de l'existence des championnats de district et de régional. Et ça fait pratiquement plus de 300 clubs.
Mais j'ai envie de dire, comment est-ce possible? Comment est-ce possible? Franchement, c'est la Parce question. que déjà, Voilà. c'est vrai, il y a certaines personnalités ou certaines personnes qui ont quitté la Fédération ivoirienne de football, notamment le comité exécutif sortant et surtout les dirigeants. Mais il y a d'autres personnes hein, qui ont travaillé avec ce comité exécutif-là et qui continuent de travailler avec le comité de normalisation. Je vais parler par exemple d'un monsieur comme Diephoné qui est là-bas. Mais comment se fait-il que le comité de normalisation ne sache pas que au niveau du football ivoirien, il y a des clubs en district, il y a des clubs au niveau, il y a une division d'honneur? Bon, je ne saurais vous répondre, mais je ne fais que dire ce qui est sorti. Et j'ai pris un coup ce jour-là. Il faut dire que je n'ai pas manqué de dire à la présidente que je suis tombé malade, séance tenante, parce que je ne m'attendais pas à apprendre que ces clubs qui sont membres actifs, et pour aller encore au-delà de ça, il faut même dire que cette situation a créé une autre situation. Ne sachant pas que les clubs de district et de régional existaient, la présidente nous a même dit que même dans la répartition des fonds Covid-FIFA, ces clubs-là n'ont pas été pris en charge. Allez-y comprendre quelque chose. Les championnats devaient commencer l'année passée pour la DR le 1er avril. Et les districts devaient commencer le 14 avril, c'est-à-dire 2 semaines après. En mars, on met fin à tous les championnats. Ce sont des millions que nous avons investis dans nos clubs. Voilà pourquoi je dis que nos clubs ne sont pas amateurs. Nous intervenons en tant que professionnels dans nos clubs. Mais c'est le football que nous pratiquons, la catégorie du football que nous pratiquons qui est amateur. Nous, en tant qu'amateurs, nous avons des joueurs qui jouent en Europe, nous avons des joueurs qui jouent en Europe, nous avons des joueurs en équipe nationale de football, en Côte d'Ivoire ici. Vous avez reçu le formateur, j'oublie son nom, d'Abobo, Hamza. Et il n'est pas le seul. Parmi nous, il y a plein de clubs comme ça qui ont des joueurs qui sont professionnels ivoiriens. Mais dans ses premières actions, le comité de normalisation a tenu à rencontrer les acteurs du football ivoirien pour les auditionner. Est-ce que vous avez été approché ou est-ce que vous avez une invitation pour ces différentes auditions? Non, pour ces auditions, on n'a pas été approché. Comme je dis, le comité de normalisation n'avait pas l'information de notre existence. C'est les actions que nous avons posées pour rencontrer le comité de normalisation qui va amener le comité de normalisation à savoir que nous sommes là. Moi, en fait, je ne vais pas faire le procès au comité de normalisation. Ça me dérange un peu quand vous insistez sur le fait que le comité dise qu'il ne sache pas que vous existiez. Il y a quand même un fichier au sein de la fédération. Quand vous payez, on a un fichier où il y a la liste des clubs qui sont classés par différentes ligues, par différentes catégories. Ils ne peuvent pas dire qu'ils ne savaient pas que vous existiez. Et justement, par rapport au paiement, est-ce que le comité de normalisation sait que vous payez quand même le comité de normalisation avant le championnat? Le comité de normalisation ne savait pas, du moins, n'avait pas l'information de ce que nous payons 200 000 francs pour participer à un championnat. Donc, il n'existe aucun registre Où vous êtes présent? Bon, il doit sûrement exister un registre parce qu'on a participé à des championnats. L'année passée, sous notre dynamisme, il y a eu quand même en district seulement près de 109 clubs qui ont participé au dernier championnat. Et parmi ces clubs qui étaient en district et en régional, certains clubs n'eût été, je parle du championnat surpassé, parce que l'année passée, il n'y a pas de championnat, on a eu des montées en D3. Voilà, donc. On a eu des montées en D3. Donc, ça sous-entend que si des démarches n'avaient pas été faites pour que, aujourd'hui, le comité de normalisation sache que nous existons, il n'aurait pas eu de descente en D3. Parce que qui pouvait descendre en D3? Personne. Donc, voilà un peu. Mais je me dis qu'ils sont arrivés, ça fait quelques mois, ils sont arrivés sur un dossier brûlant. Oui. C'était les questions des tests, les clubs appelés à voter. Donc, tout le monde croit qu'au niveau de la Fédération ivoirienne de football, il n'y a que la première, la deuxième et la troisième division. Mais là, alors, ce qui me pousse à poser cette question, et là, je vais plus me retourner vers Henri Jo et Jean-Philippe, est-ce que le comité exécutif sortant a remis tous les documents au comité de normalisation? Et le comité exécutif sortant, de ce que l'on sait, a pratiquement été vidé manu militari de la
Fédération ivoirienne de football. On se rappelle qu'au moment de l'installation du comité de normalisation, il leur avait été demandé de céder la place. Seul le directeur exécutif qui a été libéré, M. Samé Tiassé, est encore présent. Donc, moi, j'estime, comme Marie-Jo l'a dit, qu'au niveau de ces différentes ligues, il y a des personnalités qui sont encore présentes au sein de la fédération, qui participent à l'organisation de ces compétitions. Notamment l'adjoint, M. Samé Tiassé, qui est toujours à la fédération. Le DEXA. Oui, le DEXA. Il était sur notre plateau ici pour la lecture d'un communiqué qui est toujours à la fédération. Il y a M. Diefoni qui est toujours là. Il y a la structure de communication de la Fédération ivoirienne de football qui est bien représentée. Qui est bien représentée. Il y a la Ligue amateur elle-même. Tout le monde je pense que Maître Abbé, quand il s'agissait d'organiser quand même les différents championnats de cette année, a pu prendre l'information sur tout ce qui concerne les compétitions pratiques de la Fédération ivoirienne de football. Bon, moi, je préfère pour l'instant attendre. Peut-être qu'il y aura un autre son de cloche qui va émaner du côté du comité de normalisation. C'est peut-être une mésentente, voilà, un malentendu au niveau des propos qui auraient été peut-être portés lors de votre rencontre. Mais on tombe tous des nues ici d'apprendre que le comité de normalisation ne sache pas que vous existiez. Avançons. Alors finalement, vous avez convenu de quoi avec le comité de normalisation? Avec le comité de normalisation, nous avons d'abord eu gain de cause sur l'organisation des différents championnats. La présidente elle-même aussi était sous le choc de savoir qu'il y avait un grand nombre de clubs qui étaient vraiment attachés aux valeurs du football, mais qui n'avaient pas été pris en compte. Donc, séance tenante, elle a pris la décision de permettre que les championnats de district et de régional, c'est-à-dire depuis le mercredi passé, que ces championnats-là reprennent. Et au-delà de ça, il était important pour nous, parce que là, c'était vraiment compliqué par rapport au nombre de clubs, les terrains, il y avait un tas de trucs. Donc, elle nous a donné mandat de lui faire des propositions. Et sur ce, demain, au Baron de Yopougon, nous avons convoqué tous les clubs amateurs pour une assemblée générale extraordinaire, durant laquelle on va échanger pour voir quel sera le mode opératoire dans lequel on va pouvoir sauver l'année. Un accompagnement vous a-t-il été promis par le comité de normalisation dans l'optique de l'organisation du championnat? Oui. Puisque nous ne payons plus, nous n'allons plus payer 200 000 francs pour participer au championnat. Ils nous ont dit tout ce qui est de leur devoir, ils le feront. C'est-à-dire les arbitres, les terrains, tout ce qu'il va falloir pour que les championnats aient lieu, ils le feront. D'accord, très bien. Alors, vous l'avez compris, hein, Monsieur Constant Roux, donc président de l'Union des clubs amateurs de Côte d'Ivoire, est sur le plateau de la Grande Team. On apprend beaucoup de choses ce soir. Donc, si vous avez des questions à lui poser, eh bien, n'hésitez pas à le faire via la page Facebook de l'A3. Alors, Monsieur Roux, on va parler aussi de toute l'actualité. Hein. Oui, il n'y a pas de problème. Donc, vous allez vous prononcer dessus? Il n'y a pas de problème. Allez, on y va pour l'actu de ce soir. Et ce lundi, la Confédération africaine de football a annoncé l'annulation de la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 17 ans, à la surprise générale, à moins d'une semaine du début du tournoi. La Coupe d'Afrique des Nations des moins de 17 ans, CAN U17, ne se jouera pas cette année. Prévue pour avoir lieu au Maroc du 13 au 31 mars 2021, la compétition a été annulée par la Confédération africaine de football. L'instance panafricaine l'a annoncé via un communiqué à la suite de la réunion de son comité d'urgence le lundi dernier à Rabat, au Maroc, pour statuer sur la tenue du tournoi. L'organe de la CAF a pris connaissance des contraintes auxquelles sont confrontées certaines des associations membres participantes ainsi que le pays hôte du fait que la pandémie de coronavirus continue de présenter d'importants défis pour l'organisation d'événements sportifs internationaux et de l'annulation de la FIFA de la Coupe du Monde des moins de 17 ans dont la CAN U17 n'était plus qualificative. Constatant la résurgence de la pandémie de Covid-19, l'alourdissement des restrictions sur les voyages internationaux et l'incertitude sur l'évolution de la situation, la CAF a décidé de l'annulation de l'édition 2021 de la CAN U17 totale. Les Éléphantos et les 11 autres pays qui devaient participer à cette compétition vont devoir mettre fin à leurs différents stages de préparation et passer à autre chose.
Bon, la Covid-19 qui continue de faire des ravages, est-ce que les raisons évoquées par la CAF suffisent pour annuler quand même la CAN U17 à quelques jours du début de l'événement? Moi, j'ai dit tout simplement non. Je préfère le dire tout simplement non. C'est dans cette même période de Covid-19 qu'on a eu le Chan, avec beaucoup plus de personnes au Cameroun. C'est dans cette même période qu'on a eu la CAN U20 en Mauritanie, avec des personnes présentes dans le stade. On a 2 pays africains qui viennent d'organiser des compétitions majeures qui nécessitent beaucoup plus de moyens financiers, humains, logistiques que la CAN U17. Pourquoi ne pas avoir cherché tout simplement une solution en réorientant cette compétition des jeunes vers l'un de ces pays avec un accompagnement financier? Je pense que la véritable raison, elle était évoquée lors des différents voyages du président Gianni Infantino. La CAF n'a plus d'argent. La CAF n'a plus d'argent et c'est le Maroc qui allait peut-être supporter l'ensemble des charges de cette compétition qui finalement a décidé de désister en raison de la crise à coronavirus. Mais ce n'est pas la première fois que le Maroc joue un tel tour à la Confédération africaine de football. En 2015, lorsqu'il y a eu la crise d'Ebola, le Maroc a tourné le dos à l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations et le président Issa Hayatou, à l'époque, est obligé de rechercher en catimini une terre d'accueil et c'est la Guinée équatoriale finalement qui s'était proposée. Donc je pense qu'à mon sens, c'est une décision hâtive de la part de la Confédération africaine de football et qu'elle n'aurait pas dû être prise ainsi à quelques jours de la compétition où des pays ont déjà engagé énormément de moyens financiers pour préparer leurs différentes équipes. Je trouve que c'est quand même cruel de la part de la CAF. D'accord. Allez, je vous rappelle que le téléphone est ouvert maintenant. 00225 27 21 59 93 99. Eh bien, pour répondre à cette question, est-ce que la CAF a pris la bonne décision en annulant la CAN U17? Alors, un report ou une je vais y arriver, un report ou une délocalisation, merci beaucoup. Est-ce que ce n'était pas plus envisageable finalement? Si, effectivement, une délocalisation était envisageable et comme Jean-Philippe vient de le dire, il y a la Mauritanie qui vient d'organiser la CAN des U20, les installations sont encore disponibles, que ce soit les installations sportives et les complexes hôteliers sont encore disponibles pour accueillir les différentes délégations, mais délocaliser la compétition reviendrait à sanctionner le Maroc. Ça, c'est la vraie raison. Pour moi, c'est la raison qui a été peut-être qui a suscité l'annulation de la compétition. Parce que quand on délocalise, c'est comme le Maroc n'a pas été capable de pouvoir organiser une compétition qui lui a été confiée depuis longtemps. Et il y a des sanctions derrière. On se rappelle qu'en 2015, le Maroc a été sanctionné. Et derrière, il y a eu un recours au TAS qui a rétabli le Maroc sur les 2 compétitions à venir, c'est-à-dire 2017 et 2019, d'où la participation des Marocains à ces différentes compétitions. Et aujourd'hui, on constate que la CAF se trouve les clés même de la CAF se trouvent dans les mains des Marocains. Donc voilà, ils ont profité de cela pour annuler, y compris avec la complicité de certains dirigeants au niveau de la Confédération africaine de football. D'accord. Monsieur Roux, je vais prendre votre avis dans quelques instants. Mais on a Monsieur Ibo qui nous appelle de Yopougon. Bonsoir, Monsieur Ibo. Bonsoir Pierre, bonsoir Valentine. Bonsoir Monsieur Ibo. Alors Monsieur Ibo, est-ce que la CAF a pris la bonne décision en annulant la CAN U17? Non, j'ai dit non. La CAF n'a pas pris la bonne décision. Je pense quand même que le Maroc arrête de jouer avec les Africains. Comme le disait tout à l'heure le frère, en 2015 ça a été le cas. Mais on revient encore une fois, le même Maroc revient encore, je ne sais pas, pour raisons sanitaires. Mais en ce moment-là, je pense que la CAF devrait prendre la décision d'annuler toutes les compétitions africaines. Voilà. Qu'est-ce que cela coûte à la CAF de faire plaisir à ces dirigeants? Bon, c'est malheureux. La décision est déjà tombée, mais je pense qu'on va faire avec. Mais la décision prise par la CAF n'est pas du tout fameuse. Et on comprend, on comprend encore plus votre point de vue quand on sait que votre fils, justement, devait faire partie de cette équipe, Monsieur Ibo. Ouais. C'est pas beau, c'est pas intéressant. Maintenant, c'est les gamins, juste, quand même, on va faire juste pour 2 semaines, jusqu'au 31 mars. Mais voilà, on verra la décision tomber, il faut faire avec, mais c'est pas du tout bon. Je pense que les sanctions qui sont souvent prises contre ces pays-là ne sont pas lourdes.
Voilà, ne sont pas luttes. À la dernière minute, il y a une grande compétition comme une Coupe d'Afrique. Je pense qu'il faut prendre des décisions très lourdes vis-à-vis de ces pays-là. Absolument, et on sait que cette décision sera quand même lourde de conséquences pour ces jeunes. Hein. Absolument. Merci beaucoup. Oui. Merci beaucoup, Monsieur Ibo. Merci à vous. Voilà. Alors, Monsieur Constant Roux, alors, pareil, hein, est-ce qu'on n'aurait pas pu envisager plutôt un report ou une délocalisation? Mon avis sera peut-être différent. Hein. Le report coûte excessivement plus cher que la bonne organisation des choses. Parce que dans la bonne organisation, les choses sont préparées d'avance. Mais lorsqu'on parle de report, il y a un calendrier à respecter et il y a tout un mécanisme qui risque, si ce n'est pas bien fait, de faire capoter le tournoi. Maintenant, au-delà de ça, il faut comprendre que, selon des informations que j'ai eues proches de notre équipe nationale aujourd'hui a en son sein quelques jeunes qui sont testés positifs. Aujourd'hui, le Maroc veut fermer sa frontière normalement jusqu'à vendredi pour des raisons de Covid. Donc, je ne vois pas la chose, par exemple, comme dans les années passées où le Maroc avait refusé d'organiser. Mais là, il y a une situation qui s'impose au Maroc. Donc, si la CAF avait peut-être les moyens de délocaliser, ce serait bien. Mais sur le plateau, on a cru avant attendre qu'aujourd'hui, les moyens manquent à la CAF de pouvoir délocaliser. Donc, je dis que c'est dommage pour ces jeunes qui auraient pu gagner, mais aujourd'hui, c'est dommage. La Covid est passée et c'est malheureux. D'accord. On a M. Niaba qui nous appelle également de Yopougon. Bonsoir, M. Niaba. Bonsoir, Tia. Comment allez-vous, M. Niaba? Grâce de Dieu, je vais bien. Bonsoir, la grande team. Bonsoir, M. Niaba. Alors, M. Niaba, même question pour vous. Est-ce que la CAF a pris la bonne décision en annulant cette CAN U17? Tia, je dirais non, parce que là, on assiste à un manque de respect envers les nations qualifiées pour cette CAN, parce que ce n'est pas une semaine d'une compétition qu'on annule cette compétition. J'ai envie de dire moins d'une semaine même, quelques jours. Ah, ok. Oui, ces formations ont pris le temps de dépenser. Parce que pour aller à une compétition, il y a les recrutements où il y a des dépenses. On n'attend pas quelques jours pour annuler. Et puis prendre pour prétexte, comme on appelle la Covid-19, je pense que il ne faudrait pas que les gens agissent de cette manière. Il faut respecter les pays. Voilà. Maintenant, s'il faut sanctionner le Maroc, j'aimerais dire oui, il faut sanctionner le Maroc. Vous-même, vous l'avez dit tout à l'heure, ça fait 2 fois. Ça fait 2 fois, c'est pas normal. Quand on ne peut pas organiser quelque chose, il faut le dire très tôt pour qu'on trouve un autre pays pour l'organisation. Voilà, c'est ce que j'aimerais dire. D'accord, merci beaucoup pour votre appel, M. Niaba. Ok, bon, j'aimerais ajouter quelque chose, ça ne fait pas partie de la question, je ne sais pas si c'est possible. Bon, monsieur l'invité qui est sur le plateau, il est étonné de voir comment le comité sortant vous allez découvrir et puis voir beaucoup de choses. Voilà, parce que c'est une grosse mafia qui était en place. Vous allez apprendre beaucoup de choses, ne soyez pas, ne pensez pas. Merci bien. D'accord, merci beaucoup, M. Niaba. Bon. Alors, Henri Jo a dit quelque chose tout à l'heure. Il a parlé, il a dit que, en fait, c'est parce que le Maroc aurait été sanctionné. D'accord? C'est ce que vous disiez il y a quelques instants. Comme en 2015. Voilà. Mais est-ce que on peut sanctionner un pays qui est quand même dans un deal entre la FIFA et l'Égypte dans une élection du prochain président de la CAF? Est-ce que le Maroc est sanctionnable? Depuis l'arrivée de Gianni Infantino à la tête de la FIFA, il est de notoriété publique que le Maroc est son point d'ancrage sur le continent africain. Voilà. On se rappelle de toutes les péripéties avec le président de la Fédération marocaine et de toutes les situations souvent étonnantes qui ont pu avoir lieu concernant les relations entre la Fédération marocaine de football et la FIFA et d'autres confédérations. Récemment, c'est vrai, grâce à la Fédération marocaine, il y a un amendement qui va faire du bien à beaucoup de footballeurs internationaux, l'amendement Mounir El Haddadi, oui, qui va permettre à un jeune qui avait porté le maillot de l'équipe nationale d'Espagne de pouvoir venir porter celui du Maroc. Et ça va ouvrir la voie également à d'autres sélections. Moi, j'aimerais revenir sur un point.
Vous savez, aujourd'hui, la science a beaucoup fait des avancées concernant la Covid-19. Et il y a un vaste programme de vaccination qui est en train d'être mis en place. Voilà pourquoi nous, on défend la thèse du report. Aujourd'hui, presque tous les pays africains ont commencé tout simplement le processus de vaccination. On a des athlètes. Arrivé un moment, ils vont passer en ordre prioritaire pour permettre au spectacle de pouvoir se tenir. Nous sommes qu'au mois de mars. Au mois de mars, on sait que vers juin, juillet, août, on va avoir une bonne saison qui peut permettre également la bonne pratique de cette compétition. À 17 ans, ce ne sont pas les joueurs professionnels. Ils n'ont aucune contrainte vis-à-vis de clubs professionnels qui pourraient leur dire non, dans cette période, on n'a pas besoin, on ne pourra pas libérer tel ou tel joueur. Eux-mêmes, ils ont besoin de cet espace pour pouvoir s'exprimer. Pour moi, c'est la pire des décisions pour ces garçons. Voilà, à cet âge-là, on a une fragilité psychologique. On ne peut pas laisser ces garçons aller s'entraîner, se préparer, se mettre dans les conditions de pouvoir remporter un trophée pour leur pays et puis leur arracher ça. Ce n'est pas une compétition qu'on peut jouer plusieurs fois. Quand on est en U17, on peut jouer au maximum 2 fois cette compétition. Donc déjà, leur retirer en grande majorité cette chance de pouvoir être champion d'Afrique. Et on sait que ce n'est pas sûr que la majorité va se retrouver en U20. Pour moi, c'est complètement cruel de la part de la CAF et décider cela comme ça sur un coup de tête, sans avoir sondé les différents pays qualifiés, sans avoir sondé même les différentes fédérations africaines. Moi, je trouve que c'est cruel. Voilà. Donc, quelle que soit la décision qui a été prise, je pense qu'arrivé un moment, je l'espère pour la Confédération africaine de football, avec l'arrivée de Patrice Motsepe, on aura peut-être une gestion beaucoup plus claire, démocratique et véridique des choses du football africain. Vous pensez? Non, j'ai dit j'espère. Ah, d'accord. N'espérez pas alors. Allez, Monsieur Sanogo nous appelle d'Agboville. Bonsoir, Monsieur Sanogo. Oui, bonsoir, Tia. Comment allez-vous? Dieu merci, ça va bien. D'accord. Alors, Monsieur Sanogo, est-ce que la CAF a pris la bonne décision en annulant la CAN U17? Je dirais tout de suite que non, dans la mesure où cette décision est, à mon sens, inopportune, puisque les pays européens qui ont été lourdement touchés par la Covid-19 continuent à jouer leur championnat en prenant des mesures vraiment qui permettent aux joueurs de s'exprimer. Mais la CAF doit suivre le même exemple en faisant faire les textes comme ils ont fait lors du CHAN pour que les joueurs puissent évoluer sereinement. Mais en prenant une telle décision, on pense qu'il y a anguille sous roche. Mais est-ce que cette décision est liée au contexte des élections à venir de la CAF? Bon, l'avenir nous situera sur ça. Mais pour le moment, je pense que la décision est vraiment inopportune et que ça crée même certains désagréments au niveau des États qui ont financé des préparations. Oui. Et aujourd'hui, les enfants vont retourner chez eux en ayant à l'esprit qu'ils ont été vraiment frustrés. Ils ont été frustrés parce que c'est l'occasion pour eux de jouer, de se faire voir, d'exprimer leurs talents pour certainement se faire aussi repérer par des recruteurs. Et il ne faut pas oublier que le football est un véritable métier aujourd'hui en Afrique. C'était un moyen de sortir des difficultés de certaines familles. Donc, en agissant ici, je pense que la CAF a vraiment mal fait. La compétition pouvait être délocalisée, comme le disait tout à l'heure votre collaborateur. Il suffisait seulement de dire qu'on reportait de 2 mois le temps de mettre en place un nouveau comité d'organisation dans un autre pays qui est déjà huilé dans ce sens-là. Mais je pense qu'il y a des non-dits dans cette décision de la CAF. Ça peut être des non-dits liés à la finance, mais je pense qu'il y a encore plus que ça. C'est plus lié à la bataille actuelle qui a lieu pour le contrôle de la CAF. D'accord. Très bien. Voilà. Merci beaucoup, hein, Monsieur Sanogo. Je vous en prie, madame. Merci beaucoup. On a bien compris. Alors, effectivement, Monsieur Sanogo parlait d'impact psychologique sur les joueurs, puisque effectivement, c'est quand même une belle vitrine qu'on leur retire. Mais parlons aussi de ces sélections qui ont engagé des dépenses dans la préparation. Alors, qu'est-ce qui va se passer maintenant pour ces sélections, maintenant qu'il n'y a plus de CAN? Mais la CAF dit qu'elle n'a pas d'argent, donc c'est sûr qu'il n'y aura pas de dédommagement. On va recevoir au niveau de ces fédérations-là un très beau courrier d'excuses et puis on va passer à autre chose. Voilà, c'est ce qui se fait d'habitude ici. Oui, et moi, ce que je peux dire à ce sujet-là, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure. Moi, je n'accuse pas le Maroc. Moi, particulièrement, je n'accuse pas le Maroc parce que la situation que vit le Maroc est connue de tous.
Le Maroc traverse un moment difficile par rapport à la Covid. Mais le propriétaire de la compétition s'appelle la CAF. Donc c'est la CAF qui était appelée à créer les conditions pour que ça se fasse. Mais malheureusement, elle dit qu'elle n'a pas d'argent. Elle n'a pas les moyens de reprendre cette manifestation ailleurs. C'est là où il y a le problème. Effectivement, les jeunes qu'on encadre, dès l'instant où un jour passe, le jeune tire vers sa retraite. Donc quand ce jeune-là, aujourd'hui, voit une lueur d'espoir et qu'au dernier moment, on lui retire ça, c'est vraiment difficile. C'est un choc, non seulement pour le jeune, mais pour la famille et pour toute la nation. C'est dommage, ça fait mal, mais pour moi, la personne cible, c'est la CAF. D'accord. Alors, est-ce qu'il faut craindre quand même pour les éliminatoires de la CAN 2021, puisqu'on est quand même à 2 semaines, est-ce qu'on doit commencer à s'inquiéter? Tous les pays ne sont pas le Maroc. Il faudrait d'abord savoir si le congrès de la CAF visant l'élection de Patrice Motsepe se tiendra au Maroc, parce que là, déjà, il y a déjà des problèmes concernant les restrictions sanitaires, les problèmes de voyages internationaux. Donc, on verra si ce congrès-là se tiendra bel et bien au Maroc avant de penser déjà aux éliminatoires de la CAN. Mais je pense que chaque pays est souverain, chaque pays essaiera de mettre en place des mesures sanitaires propres à ses règles et à ses lois pour pouvoir accueillir les différentes compétitions. Mais il y a certains pays qui ont déjà commencé à trouver d'autres faits d'accueil pour leurs différents matchs. Voilà. Notamment, il y a un match qui se jouera entre la Sierra Leone et le Bénin. Ce match se jouera en Guinée. Oui. Voilà. Et plusieurs nations sont en train de trouver des options pour pouvoir jouer le match. Il faut savoir que ce sont des fenêtres FIFA. Il n'y en a pas assez. Donc, si on laisse passer cette période-là, ça sera compliqué. Ça va chambouler quand même le calendrier au niveau de la Confédération africaine de football. Donc, en ce moment, à ce sujet-là, on ne peut pas s'amuser à ne pas jouer ces différents matchs qui restent, surtout les 2 journées qui restent. Donc, si la CAF s'amuse... Non, mais avec la FIFA ou la CAF, rien n'est impossible. Donc... Bon, oui, c'est vrai. C'est vrai. Avec ce que nous voyons, on peut être en phase de d'autres gymnastiques. Mais ce que je veux dire aussi, ce que je veux faire comprendre, c'est que nous sommes dans des périodes FIFA et il n'y en a pas assez. D'autant plus qu'au début de la saison, la FIFA, quand même, pour les dates, pour les compétitions internationales, avait privilégié d'abord l'Europe avant de revenir en Afrique pour permettre aux Africains de pouvoir jouer ces éliminatoires-là. Donc, il faut faire très attention. Il faut quand même trouver des alternatives pour pouvoir jouer ces différents matchs. Bon, et puis, quand on sait qu'en Amérique du Sud, la fenêtre également pour les éliminatoires de la Coupe du Monde a été reportée aussi à cause de la Covid. Donc, on n'est pas à l'abri de ça non plus. Voilà. Alors, Monsieur Constant Roux, il est prévu une rencontre entre clubs amateurs dans les prochains jours. C'est quoi l'ordre du jour? L'ordre du jour, c'est l'organisation, c'est la préparation des différents championnats, des districts et des régionales. Donc, nous allons rencontrer les clubs. Nous allons, comme le comité de normalisation nous a donné de leur faire des propositions sur l'organisation de ces championnats, il était bon qu'on se retrouve pour qu'ensemble, nous essayons de voir quelle méthode mettre sur pied, quelles propositions faire au comité de normalisation par rapport à l'organisation de ces championnats. Donc, c'est ce qui nous conduira demain au Baron de Yopougon à partir de 8 h pour échanger. Et les conclusions de la rencontre de demain, les conclusions seront remises au comité de normalisation qui, lui aussi, va prendre connaissance et il va avoir des rencontres tripartites ensemble. On va essayer de trouver le juste milieu pour le démarrage des championnats qui vont pas tarder. D'accord. Alors, on sait que la Ligue 1 va commencer le 19 mars. Ensuite, ça sera autour de la Ligue 2. Et la Ligue 3. La D3 en avril. 3 avril. C'est maintenant que vous allez partir discuter de la formule pour votre championnat, ce qui concerne la division d'honneur et les championnats de district. Oui. Pensez-vous que ça sera possible pour vous, sur cette saison-là, de pouvoir jouer, de pouvoir organiser votre championnat? Oui, effectivement, on pourra jouer les championnats. Ça, c'est certain, parce que nous avons l'habitude de jouer ces différents championnats. Ces championnats se jouent par ligue. Et généralement, ces championnats-là, choses auxquelles nous avons été habitués depuis toujours, durent au plus un mois. D'accord.
Le comité de normalisation vous a-t-il confirmé qu'il y aura tenue de votre championnat ou il vous a demandé juste de vous concerter et apporter des propositions? Et là, je confirme. Je confirme que la présidente nous a donné l'assurance que les championnats, le ballon devait reprendre à rouler dans les régions. Et c'est en cela que nous sommes en train de travailler pour que, effectivement, le ballon commence à rouler. Et je suis sûr que nous allons participer à ce championnat. Nous avons foi. Alors, Monsieur Constant Roux, dernière question. Oui. Est-ce que les clubs amateurs ont les moyens de reprendre le championnat? Oui, nous avons les moyens. Il faut dire que nous, c'est des entreprises. Nous ne sommes pas des héritiers de clubs. Nous avons connu les douleurs de l'enfantement. Nous avons créé nos clubs et ces clubs-là fonctionnent comme des entreprises. C'est vrai que la Covid est passée, ça a été difficile, mais aujourd'hui, tous les clubs veulent reprendre le chemin du terrain. Et donc, les clubs, c'est vrai qu'il y a des clubs qui souffrent, il y a des clubs qui souffrent énormément, mais l'ensemble des clubs, malgré la souffrance, veulent reprendre le chemin du terrain. Bon, Dieu merci, on ne paiera plus 200 000. Ça fait déjà une charge en moins. Donc, on ne peut que dire Dieu merci. Et je vous assure que, selon que la présidente nous a rassurés, elle a dit « je m'engage ». Et nous croyons en son engagement. Le ballon va reprendre bientôt dans nos régions. C'est tout ce qu'on souhaite. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Constant Roux, d'être passé nous faire un petit coucou sur le plateau de la Grande Team. Eh bien, on espère en tout cas que la prochaine fois que vous reviendrez, c'est pour nous dire que tout s'est bien passé, que le ballon roule et que, la compétition bat son plein. OK. Merci. On vous invite demain à venir voir comment est-ce qu'on va travailler. Et puis, très bientôt, on reviendra vous dire que le premier match, ou du moins sur le lancement du premier match du championnat du régional est pourtant. Et puis, on vous invitera. Eh bien, voilà, avec grand plaisir. Merci. Allez. On va marquer une deuxième pause dans ce numéro de la Grande Team. Juste après la pub, eh bien, on a un petit niaga de supporters à vous proposer. Ouais, une belle opposition entre... allez, je vous donne juste un avant-goût. Emmanuel Eboué face à un autre joueur. Mais je vous expliquerai ça. Et puis, on parlera de ce PSG-Barça. Oui, ce sera demain soir. Confirmation ou remontada. Eh bien, vous pourrez vous exprimer là-dessus en nous appelant au téléphone. Voilà, à tout de suite.